Alors nous voici dans un sujet un peu plus vaste, c'est les formulaires. Donc les formulaires, comment ça se passe? On va démarrer tout de suite pour créer une balise. Hop, voilà. Je crée une balise forme ici. Le premier attribut que le navigateur me propose directement, c'est l'attribut action. Action permet de définir un lien où va être redirigé le formulaire et les données. Pour du traitement en PHP ou autre langage, voilà. On va être redirigé en fait. Si je ne mets rien, je vais me retrouver sur la même page de formulaire actuelle, quand j'aurai cliqué sur le bouton envoyer. On va avoir besoin d'autres références qui ne sont pas vraiment liées au HTML, mais c'est assez difficile de faire la frontière parce que les formulaires sont vraiment liés à la programmation en elle-même. Donc par exemple, on aura besoin de l'attribut méthode en lui définissant un type de méthode. Donc on a la méthode get et la méthode post, qui est propre au PHP, Python et autres langages qui utilisent le HTML pour l'interfaçage. Mais ça on verra le jour où on touchera à la programmation. Et juste pour la culture, je vais rajouter une chose. Si un jour vous êtes amené à uploader des fichiers sur le formulaire, n'oubliez pas que cette balise est très importante en fait. Il faut rajouter ça absolument pour l'upload de fichiers, sinon il n'y aura aucun effet. Et vous allez perdre votre temps et vous énerver et ne jamais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Donc pour structurer notre formulaire, pour le compléter par des éléments interactifs, on va utiliser d'abord le bouton essentiel pour l'envoi du formulaire, parce que sans le bouton envoyer on ne peut pas faire grand chose. Donc le bouton envoyer, c'est dans la balise input, on utilise l'attribut type, et on lui dit que c'est submit. Submit pour soumettre le formulaire. Voilà, on lui définit une value, pour donner un nom à notre bouton. Ici ça sera envoyé. J'actualise, on voit bien ici envoyé. Alors les balises formes sont complètement invisibles, c'est vraiment pour définir la structure du formulaire. Le HTML et le PHP en auront besoin pour reconnaître le formulaire, par contre au niveau visuel il faudra compléter ça par du CSS. Ici si je voulais modifier envoyer ou faire appliquer, voilà, c'est pour vous faire voir que c'est bien la value et non pas le name qui change le nom du bouton. Ensuite, je voudrais créer un champ tout simple, une ligne de texte, par exemple pour remplir un pseudo. Je mettrai input de type texte, name égale pseudo. Les names sont très importants et très utilisés en programmation. Pseudo, et value, je pourrais lui mettre une valeur par défaut. Mon pseudo. Voilà, j'applique. On voit bien ici que j'ai mon pseudo, que je peux le modifier et que je peux cliquer sur appliquer. Bon, bien sûr ici j'ai appliqué et le nom par défaut s'est remis à jour. En HTML5 on peut aussi utiliser l'attribut placeholder pour lui définir un pseudo par défaut. Et du coup on peut mettre le value à nul ici, hop. L'avantage d'ici, c'est que c'est mieux intégré au navigateur, on le voit en grisé en fait, et que quand on clique dessus, on n'a pas besoin de JavaScript pour annuler l'élément par défaut derrière. Un simple value ici, c'est plus embêtant, parce que quand la valeur y est, on est obligé d'effacer à la main en fait. Donc c'est très chiant. Donc voilà pour le placeholder. Je vous laisse le code. Pour un champ de texte plus grand, on a aussi le text area, qui est plus utile quand on a besoin de rédiger des articles par exemple. Donc pour le text area, c'est une balise text area, dire zone de texte. Voilà, l'éditeur me complète déjà les éléments, c'est parfait. On a le name de la zone area, alors ici ça serait article content pour moi. On a l'idée pour le CSS ou le JavaScript, enfin surtout le JavaScript. Les colonnes et les rows. Alors, les colonnes, c'est pour la largeur du text area, donc je vais actualiser ici. Si je mettais 10 colonnes, ma zone area diminuerait en largeur. Si je remets 30 et que je mets 20 lignes, ma zone area va augmenter en hauteur.
Donc c'est vraiment pour définir rapidement la taille d'une zone area. En général, on change cette taille en CSS directement pour bien avoir deux pages indépendantes et ne jamais retourner dans le HTML pour modifier les choses. Alors là, par contre, le contenu de la text area se retrouve entre les deux balises. Ceci est mon texte. On a un autre élément qui sont les champs cachés. Donc par exemple, input de type hidden avec un nom, mon champ caché. Alors je peux pas mettre d'accent parce que pour le code c'est pas bon. Et je mets value, rien dedans. Si j'applique ici, bah on voit rien en fait, parce que le champ est créé, il est bien créé, mais il est caché. Ça permet de pouvoir créer des éléments en JavaScript ou autre, avec des éléments interactifs, par exemple une roue à faire tourner, et de définir une valeur dans ce champ caché. Attention à la sécurité, on ne définit jamais des données sensibles à travers ces champs, parce que ces champs restent quand même visibles dans le code source. Si je fais inspecter l'élément, et que je regarde le HTML, on retrouve bien ici notre champ caché. Donc il faut vraiment faire gaffe avec ça et vraiment diffuser que des données qui permettraient uniquement d'améliorer l'ergonomie et l'interactivité. Alors pour tous ces champs, là, ici text area et input, on peut leur définir des labels. Ce sont des labels définis pour chaque champ en fait. Par exemple ici pour l'input on avait mis name pseudo. Donc on peut mettre label for pseudo et lui mettre entrée un pseudo. Voilà. Au niveau sémantique, c'est la balise la plus proche de input. C'est celle qui est vraiment conçue pour donner un sens au champ. Donc quand j'actualise, on voit bien le label ici, et entrez votre pseudo, et j'entre mon pseudo. Voilà, au niveau des retours à la ligne, ça peut se faire en CSS, il n'y a aucun souci. On a aussi les checkbox. Ce sont des interactions qui permettent de cocher des éléments. Donc ici, on va en créer un ou deux, hop, de type checkbox, avec un name égale option par exemple, et value égale élément 1. Voilà. Et je mets ici le texte affiché. Donc élément 1. Et je fais BR. Quand j'actualise, on voit que j'ai une checkbox où je peux cocher et décocher avec l'élément 1. Si j'en ajoute une deuxième, voilà, hop, j'en ai une deuxième ici qui est affichée. Et je peux cocher les deux en même temps, ou en cocher qu'une seule, etc. Alors, il faut bien comprendre ici que le nom de la checkbox va représenter la variable dans la programmation, et ça sera la value ici qui sera repris. Ça ne sera pas l'élément affiché, puisque là on est vraiment dans du simple texte HTML. Ça sera vraiment ici la valeur value. À la différence du module radio, donc les boutons radio, donc je vais créer un bouton radio, name égale mon option, et value égale option 1. Voilà, ici la différence, c'est que si j'en affiche qu'un, ça va pas forcément marcher. J'affiche option 1, je fais un BR. Je vais le prendre et je vais le copier. Voilà. Alors on pourrait se dire que c'est exactement la même chose. Sauf que la différence entre les checkbox et les boutons radio, c'est que les boutons radio, quand on leur définit un même nom, en fait ils deviennent liés. C'est-à-dire que les éléments, par exemple ici je vais mettre option 2 avec value 2, les éléments ne peuvent pas tous être cochés en même temps. Si je clique sur option 2 et que je clique juste après sur option 1, voilà, on voit qu'il a décoché option 2 pour cocher option 1. Donc c'est vraiment un choix unique. On ne peut pas choisir les deux en même temps. Si j'avais voulu créer un autre nom, ici, par exemple mon option mais autre, ici ça aurait été possible.
Parce que comme le nom a été changé et que ce ne sont plus les mêmes noms, ce sont deux interactions radio différentes. Donc ce qui montre qu'on peut séparer les boutons radio et on peut créer plusieurs groupes de boutons radio. Ah oui, j'ai oublié aussi, on peut définir un élément déjà coché, par exemple l'élément 1 ici, en ajoutant l'attribut checked. Hop. J'actualise et voilà, l'élément est coché par défaut. Et pour terminer, on va aussi voir la balise select, hop, qui se définit comme ça, donc sélection élément, hop, voilà. Et dans notre select, on va lui définir des options. Et en fait, ça va nous permettre d'avoir une liste déroulante. Donc option, hop, value égale élément 1. Ici l'option élément 1. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, il faut savoir que éléments 1, 2, 3 et 4 ici, ce ne sont que les affichages. Et quand ça sera sélectionné, quand on sélectionnera la souris, au moment d'envoyer au formulaire, ce seront ces données-là qui seront envoyées au code, en fait, les values. Et non pas les affichages. J'actualise, hop. Et j'obtiens bien une liste d'éléments affichés ici, éléments 1, 2, 3, 4. Si je voulais sélectionner par défaut, à l'actualisation de la page, l'élément 3, il me suffirait de faire selected. Et quand j'actualise, on voit que l'élément 3 est sélectionné par défaut. Pour résumer, on a vu l'élément input de type texte, l'élément text area, les éléments checkbox, les éléments bouton radio, avec le fait de les grouper ou de les rendre indépendants. On a vu la liste déroulante, avec les sélections par défaut. Et on a vu les champs cachés. Donc on a vu à peu près 90% de ce qu'on utilise en général pour les formulaires HTML.